Mon frère m'a poussé hors de mon fauteuil roulant lors de notre réunion de famille. Arrête de simuler pour attirer l'attention. Tout le monde a ri pendant que j'étais allongé par terre. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon médecin se tenait juste derrière eux. Il s'est raclé la gorge et a prononcé 5 mots qui ont tout terminé. Le béton a heurté mes paumes en premier, puis mon épaule, puis ma tête. Pas assez fort pour me faire perdre connaissance, mais assez fort pour que le monde bascule de côté et y reste. Le jardin tournait comme si j'étais ivre, même si je n'avais pas touché à la glacière à bière. 50 personnes me fixaient, certaines riaient, quelques-unes filmaient. Mon frère, Thomas, se tenait au-dessus de moi, la poitrine haletante, le visage rouge de colère vertueuse, et 3 bières à son actif. Arrête de simuler pour attirer l'attention, dit-il assez fort pour que tout le monde entende. Assez fort pour que les voisins 3 maisons plus loin entendent. C'est bon, ça devient vieux, Marc. J'étais là, allongé sur le béton chauffé par le soleil de la terrasse de ma tante. Mon fauteuil roulant était renversé à 60 cm de moi, une roue tournant encore lentement sous la chaleur de juillet. Ma jambe droite était tordue à un angle qui envoyait des éclairs de douleur le long de ma colonne vertébrale. Le genre de douleur que j'avais appris à gérer en respirant au cours des 26 derniers mois. Le genre qui me rendait la vision blanche sur les bords. La réunion de famille continuait autour de moi comme si j'étais un meuble de jardin qui était tombé. Quelqu'un a monté le volume de la musique française. Un enfant a couru en poursuivant une balle de jeu. L'odeur des merguez sur le barbecue se mêlait à celle de l'herbe coupée et au goût métallique et cuivré du sang dans ma bouche, là où je m'étais mordu la langue. « Lève-toi, Marc, dit Thomas. » Et j'entendais la satisfaction dans sa voix, la justification. Tout le monde regarde. Il est temps de laisser tomber la mascarade. J'ai essayé de me relever. Mes bras tremblaient. Le béton avait écorché mes paumes. Je pouvais voir de minuscules morceaux de gravier incrustés dans la chair de ma main gauche, le sang suintant autour d'eux comme des grenats. Regardez-le, annonça Thomas, se tournant pour s'adresser à nos proches réunis comme s'il était un procureur. Et c'était son plaidoyer final. Il exploite cette histoire de fauteuil roulant depuis 2 ans, depuis l'accident que personne n'a réellement vu. J'étais là, dit ma mère de quelque part dans la foule. Sa voix était faible, incertaine. La voix de quelqu'un qui avait été épuisé par 2 ans de réunions de famille exactement comme celle-ci. Tu l'as trouvé en bas des escaliers, corrigea Thomas. Ce n'est pas la même chose que d'en être témoin. Pour autant que nous sachions, il s'est jeté exprès. La foule murmura. Accord? Considération? Cela a du sens, n'est-ce pas? Mon cousin, Jean, 23 ans, travaillait chez Darty, vivait toujours chez ses parents, s'avança du cercle de parents. Mec, je l'ai vu marcher au supermarché Carrefour à La Défense le mois dernier. Il était dans le rayon des céréales. Les murmures devinrent plus forts, les têtes hochèrent. Bien sûr, je le savais. J'ai toujours suspecté que c'était de la physiothérapie. Je réussis à parler depuis le sol, ma voix sortant plus petite que je ne le voulais. Plus faible. J'ai parlé à tout le monde du programme ambulatoire à l'hôpital Georges Pompidou. Bien sûr que oui, interrompit Thomas. Il donna un coup de pied à mon fauteuil roulant. Le cadre en aluminium résonna comme une cloche. Pendant ce temps, tu encaisses des chèques d'invalidité et tu vis dans le sous-sol de maman sans payer de loyer depuis 2 ans, tu joues aux jeux vidéo, tu commandes Uber Eats avec sa carte de crédit, tu vis le rêve pendant que le reste d'entre nous travaille pour vivre. Parce que je ne peux pas travailler. Parce que tu ne veux pas travailler. Le visage de Thomas était si près que je pouvais sentir la bière et la sauce barbecue. Il y a une différence, petit frère. Mon oncle, Philippe, le frère cadet de mon père, celui qui vendait des assurances et conduisait une BMW et parlait de responsabilité personnelle à chaque fête, sortit son smartphone, le tint comme s'il documentait une scène de crime. J'enregistre ça, annonça-t-il. Pour preuve. Nous avons tous encouragé ce comportement trop longtemps. Il est temps que quelqu'un défende la vérité. Je cherchais du soutien, n'importe qui. Ma mère se tenait près de la table de pique-nique, se tordant les mains. Ma tante, Claire, la sœur de ma mère, celle qui avait organisé cette réunion,
qui avait insisté pour que je vienne même si j'avais essayé d'annuler 3 fois, se tenait les bras croisés, les lèvres pincées de jugement. Ma grand-mère était assise dans sa chaise de jardin sous le chêne, s'éventant avec une assiette en carton, me regardant comme si j'étais une émission de télévision décevante. Personne ne bougea pour aider. Les médecins ont dit, commençai-je. Les médecins ont dit, peut-être, interrompit Thomas. Il était lancé maintenant, jouant la foule, se nourrissant de leur attention. Peut-être que tu marcheras à nouveau. Peut-être que c'est permanent. Peut-être. 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 Tu te sers de « peut-être » depuis 24 mois pendant que maman se ruine à essayer de te réparer. Il a l'air terriblement à l'aise dans cette chaise, dit ma grand-mère assez fort pour que tout le monde entende. Comme s'il s'était entraîné. Parce que j'y suis 12 heures par jour par choix. Thomas saisit mon portefeuille de la poche de ma veste où j'étais tombé. Le tint comme preuve. L'ouvrit. Regardez cette carte d'invalidité. 837 € par mois. En plus, maman paie tout le reste. Le loyer, la nourriture, les fournitures médicales, l'équipement spécial. J'ai des factures médicales. Ma gorge se serrait. Mes mains tremblaient. Et ce n'était pas seulement à cause de la chute. Tu as des excuses. Il me jeta mon portefeuille. Il me frappa la poitrine et tomba ouvert. Mon permis de conduire me fixait. La photo d'avant, quand je pouvais me tenir debout pour la caméra de la préfecture sans soutien. Le train de vie, c'est fini aujourd'hui, Marc, ici et maintenant. La foule commença à applaudir. Vraiment applaudir comme si Thomas venait de livrer le discours d'un film de sport sur la façon de surmonter l'adversité par la pure détermination et le refus d'abandonner. Thomas, ça suffit. Maman s'avança enfin, mais sa voix n'avait aucune force. Elle semblait demander la permission, pas donner des ordres. Non, maman. Il te saigne à blanc. La voix de Thomas s'adoucit quand il lui parla. Devint douce et préoccupée. Kinésithérapie 3 fois par semaine. Équipement spécial. Cette camionnette modifiée que tu as achetée. Tu as contracté un 2e prêt hypothécaire pour lui sur une maison dans laquelle tu vis depuis 30 ans. Tu as 62 ans et tu paieras ça jusqu'à tes 80 ans. Le visage de maman devint rouge. Elle ne le nia pas. Je n'étais pas au courant du 2e prêt hypothécaire. Je ne lui ai pas demandé, dis-je. Tu ne l'as pas arrêté non plus. Thomas me désigna du doigt, son doigt comme une arme. Tu as juste continué à prendre, à la saigner à blanc, à jouer la victime pendant que tout le monde se sacrifiait pour toi. Il s'accroupit, se mit juste devant mon visage. Lève-toi tout de suite, dit-il calmement. Ou j'appelle la police pour fraude à l'invalidité, fraude à l'assurance, quelle que soit la fraude qui s'applique. Tu iras en prison, Marc. Et honnêtement, ce serait peut-être mieux pour tout le monde. Je ne peux pas. La douleur dans ma jambe empirait. Le genre de douleur qui signifiait que j'avais déchiré quelque chose, déplacé quelque chose, endommagé quelque chose qui allait coûter des milliers d'euros et des semaines de thérapie supplémentaires à réparer. Lève-toi. Toute la famille commença à chanter. Lève-toi. 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 50 voix, peut-être plus. Les voisins étaient venus regarder. Des enfants filmaient avec leur téléphone. Ma tante Claire applaudissait en rythme, menant le chant comme une meneuse de claques. Je suis restée par terre parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Parce que ma jambe droite n'avait pas eu de pleine sensation depuis 26 mois. Parce que les tiges dans ma colonne vertébrale rendaient certains mouvements impossibles. Parce que tout ce que Thomas disait, toute la cruauté, toutes les accusations, tout le venin, venait d'un manque de savoir, d'un manque de questionnement, d'un manque de souci de comprendre. Ma jambe battait à chaque battement de cœur. Thomas attrapa ma chemise, me souleva à moitié. J'en ai marre de te voir manipuler tout le monde. Tu es un menteur et un escroc et c'est mon patient. Vous l'agressez. Le chant s'arrêta. Tout s'arrêta. La prise de Thomas sur ma chemise se desserra mais ne lâcha pas. Un homme s'avança de la foule. La cinquantaine, asiatique, pantalon de toile et polo bleu marine, lunettes à monture métallique, portant une canette de Coca Zéro,
comme s'il avait été là tout le temps, appréciant le spectacle, ce que je réalisais qu'il avait été. Son expression était parfaitement calme. Thomas me laissa tomber. Je heurtai le béton à nouveau. « Qui diable êtes-vous » demanda Thomas. « Docteur. James Chen, dit-il en sirotant son Coca Zéro. Le chirurgien orthopédique de Mark, entre autres choses. La foule devint complètement silencieuse. On pouvait entendre les merguez grésiller sur le barbecue, un chien aboyer à 3 terrains de là, la musique française jouant toujours depuis le haut-parleur Bluetooth de quelqu'un. Je suis aussi son physiothérapeute, son spécialiste de la gestion de la douleur, et je consulte son neurologue, le docteur Sarah Patel, à l'hôpital américain de Paris. Je traite Marc depuis environ 47 heures après son accident il y a 26 mois. Ma tante Claire rit. C'était nerveux. Strident. Eh bien, docteur, vous devez être très fier. Votre patient peut apparemment marcher très bien quand personne ne regarde. Le docteur Chen sourit. Cela n'atteignit pas ses yeux. En fait, dit-il, sortant son iPhone. J'ai quelque chose que tout le monde devrait voir. Il le tendit. Une radiographie remplit l'écran. C'est la colonne lombaire de Marc, spécifiquement ses vertèbres L4 et L5. Il zooma avec 2 doigts. Voyez ces tiges métalliques ? 4 d'entre elles. Et ces vis, 14 au total. C'est le résultat de sa chirurgie de fusion vertébrale effectuée par moi il y a 14 mois à l'hôpital Georges Pompidou. L'opération a duré 7 heures. La convalescence a duré 6 mois. Personne ne parla. Thomas était devenu très immobile. La raison pour laquelle Marc peut se tenir debout pendant les séances de physiothérapie est que nous entraînons systématiquement son corps à parcourir de courtes distances avec un déambulateur. Actuellement, il peut gérer environ 47 mètres avant que les lésions nerveuses ne causent une douleur suffisamment intense pour nécessiter un repos immédiat. C'est environ 5 minutes de mobilité. Après cela, les nerfs endommagés commencent à mal fonctionner, et il éprouve ce que nous appelons une douleur neuropathique. Imaginez quelqu'un vous enfonçant des clous dans la jambe tout en vous électrocutant avec un aiguillon à bétail. Il fit glisser l'écran vers une autre image. Voici son nerf sciatique, côté droit. Voyez cette zone ici ? Il désigna un endroit sur l'écran qui semblait plus sombre, endommagé. C'est une lésion nerveuse permanente due à la chute. C'est pourquoi sa jambe droite a une proprioception limitée. C'est la capacité de sentir où se trouve votre corps dans l'espace et pourquoi il ne peut pas supporter un poids important pendant de longues périodes. Le nerf fonctionne mal. Parfois, sa jambe lâche juste. Sans avertissement. Mon cousin Jean s'était éloigné du cercle, avait disparu vers la maison. L'attelle orthopédique qu'il porte, celle qui coûte 4 000 € et n'est pas entièrement couverte par l'assurance, assure la stabilité, mais ce n'est pas un remède. Il n'y a pas de remède. C'est sa vie maintenant. La voix du docteur Chen resta parfaitement neutre. Clinique. Chaque jour est douloureux. Chaque pas est incertain. Chaque instant dans ce fauteuil roulant est un rappel de ce qu'il a perdu. Il regarda directement Thomas, mais bien sûr, il simule. Le docteur Chen tint son téléphone plus haut pour que tout le monde puisse voir. Puis il glissa à nouveau. Ceci est une vidéo que j'ai enregistrée il y a environ 7 minutes, à partir du moment où je suis arrivé à cette charmante réunion de famille. Il appuya sur lecture. La voix de Thomas sortit du haut-parleur. Arrête de simuler pour attirer l'attention. Le bruit de mon corps heurtant le béton, les rires, les chants, tout cela. Le docteur Chen laissa la vidéo jouer pendant 30 secondes, puis l'arrêta. J'ai tout enregistré, dit-il calmement. L'agression, les insultes, la participation de la foule, l'humiliation publique d'un homme handicapé par sa propre famille. Il regarda mon oncle Philippe. Vous n'êtes pas le seul à recueillir des preuves aujourd'hui. Le téléphone de mon oncle Philippe était toujours levé, toujours en train d'enregistrer. Sa main tremblait maintenant. Thomas trébucha en arrière, heurta la table de pique-nique. J'étais juste. Nous pensions tous. Les preuves semblaient. Vous vous êtes trompé. La voix du docteur Chen devint froide. Vous n'avez pas pensé du tout.
Vous n'avez pas posé de questions. Vous n'avez pas demandé de dossiers médicaux. Vous n'avez pas consulté ses médecins. Vous n'avez pas pris la peine de comprendre ce que votre frère endure depuis plus de 2 ans. Vous avez simplement supposé qu'il mentait parce que c'était plus facile que d'accepter que parfois des choses terribles arrivent à de bonnes personnes et qu'il n'y a personne à blâmer. Il s'agenouilla à côté de moi avec une aisance habituelle qui venait de nombreuses années de traitement de patients. Pouvez-vous bouger, Marc? Je hochai la tête. À peine. Évaluez votre douleur. De 1 à 10. 8, murmurai-je. Peut-être 9. Il examina ma jambe avec des mains douces et professionnelles. Il tâta le genou, la cheville. Son expression s'assombrit. Possible lésion ligamentaire. Nous aurons besoin d'imagerie. Il leva les yeux vers la foule. Que quelqu'un apporte son fauteuil roulant maintenant. Ma mère bougea la première. Elle redressa la chaise, la fit rouler vers moi. Elle pleurait silencieusement, des larmes coulant sur son visage, sans faire de bruit. Le docteur Chen m'aida à me remettre dans la chaise avec une précision méticuleuse qui vient du fait de l'avoir fait 1000 fois auparavant. Ses mains étaient douces, compétentes. La foule resta figée. Certains pleuraient maintenant. La plupart fixaient leurs pieds. Ma grand-mère avait cessé de s'éventer. Le docteur Chen se redressa et s'adressa à toute l'assemblée. Je suis venu ici aujourd'hui parce que Marc me l'a demandé. Sa voix traversa le jardin. Il savait que cette confrontation allait arriver. Il a entendu les chuchotements, vu les regards. Son frère s'y préparait depuis des mois. Les publications Facebook remettant en question son handicap. Les commentaires à Noël, les blagues à Pâques sur la commodité de son état. La bouche de Thomas s'ouvrit. Aucun son n'en sortit. Marc voulait que je sois ici parce qu'il savait que sa famille ne le croyait pas. Et il avait raison. Le docteur Chen regarda chaque personne. Alors il m'a demandé, à moi, son médecin, son chirurgien, l'homme qui a ouvert son dos et installé du métal dans sa colonne vertébrale pour l'empêcher de devenir paralysé, d'assister à cette réunion, de regarder, de documenter. Il sortit une carte de visite de son portefeuille, la tendit à Thomas. Ce sont les coordonnées de mon avocate. Elle s'appelle Maître Jennifer Dubois. Elle est associée chez Fidal. Elle est spécialisée dans les litiges relatifs aux droits des personnes handicapées. Je déposerai un rapport de police demain pour agression d'une personne handicapée, ainsi qu'une action civile pour voie de fait, agression et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Thomas fixa la carte de visite comme si elle allait le mordre. Mon témoignage en tant que son médecin traitant sera, je suppose, assez convaincant devant le tribunal. J'ai une documentation complète de ses blessures, de ses opérations chirurgicales, de ses progrès thérapeutiques. J'ai des notes de chaque rendez-vous. J'ai les radiographies, les IRM, les études de conduction nerveuse. J'ai 2 ans de preuves médicales qui prouvent sans aucun doute que Marc est handicapé. Il se tourna vers l'oncle Philippe. J'ai aussi votre vidéo, celle que vous avez enregistrée comme preuve. Merci pour cela. Elle montre une conspiration pour intimider une personne handicapée. De possibles accusations de fraude faites sans fondement. Du harcèlement de groupe. Cette vidéo fait maintenant partie de mon dossier de preuve. Le visage de l'oncle Philippe était devenu gris. Le docteur Chen s'adressa à nouveau à toute la foule. Toutes les personnes qui ont participé à ce chanson filmé. Toutes les personnes qui ont ri. Toutes les personnes qui ont filmé cela sur leur téléphone. Toutes les personnes qui sont restées là et ont regardé un homme handicapé être agressé et humilié par son propre frère. Il fit une pause. Je me demande comment cela va se passer devant le tribunal ou aux informations, parce que cette histoire, un ancien combattant handicapé. Oui, Marc a servi 4 ans dans la garde nationale avant son accident. Agressé par sa famille lors d'une réunion parce qu'il pensait qu'il simulait. C'est le genre d'histoire que les chaînes de télévision locales adorent. Il n'est pas ancien combattant, commença Thomas. Garde nationale de 2016 à 2020. Libération honorable. Les dossiers médicaux font partie du système du ministère des anciens combattants, ce qui en fait une affaire fédérale potentielle. Le sourire du docteur Chen était acéré comme une lame de rasoir.
Saviez-vous qu'agresser un ancien combattant handicapé peut entraîner des peines aggravées? Je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que mon avocate me l'explique la semaine dernière quand Marc m'a demandé d'assister à ce rassemblement. Silence de mort. Les merguez brûlaient sur le barbecue. Personne ne bougea pour les retourner. Le docteur Chen me tendit mon portefeuille, qui était toujours par terre sur le béton. Puis il se plaça derrière mon fauteuil roulant et saisit les poignets. Nous partons maintenant, dit-il. Marc a un rendez-vous aux urgences, que je documenterai comme des blessures liées à une agression. Les factures médicales seront jointes à l'action civile. Son attelle orthopédique est endommagé. C'est 4 000 € de plus. Son fauteuil roulant a un cadre tordu. 3 000 € de plus. Nous additionnerons tout. Il commença à me pousser vers l'allée. Derrière nous, 50 membres de la famille restaient dans le même cercle. Les mêmes personnes qui avaient scandé que je me lève, qui m'avaient traité de menteur, qui avaient applaudi mon frère pour m'avoir agressé, réalisant que le neveu qu'ils venaient d'humilier pour avoir simulé son handicap avait juste enregistré chacun d'eux en train de commettre plusieurs crimes. Attendez. La voix de Thomas craqua. Attendez, Marc. Je suis désolé. Je ne savais pas. Nous ne savions pas. Je ne me suis pas retourné. Le docteur Chen continua à pousser. Marc, s'il te plaît. Nous atteignîmes la camionnette, le Renault Espace modifié avec la rampe pour fauteuil roulant que ma mère avait bien contracté un deuxième prêt hypothécaire pour acheter. Le docteur Chen m'aida à m'installer sur le siège passager avec une habileté certaine, puis plia le fauteuil roulant et le rangea à l'arrière. Il monta sur le siège conducteur, démarra le moteur. Thomas courut jusqu'à ma fenêtre, frappa dessus. Marc, s'il te plaît, je suis désolé. Je le regardais à travers la vitre, mon frère, avec qui j'avais partagé une chambre pendant 15 ans, qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait été mon témoin à mon mariage avant le divorce, qui venait de me pousser hors de mon fauteuil roulant devant toute notre famille élargie parce qu'il avait décidé que je simulais. Je baissai la vitre de 5 centimètres. Tu veux savoir le pire, dis-je doucement. Thomas hocha désespérément la tête. Je t'ai appelé 3 fois après mon opération, j'ai laissé des messages vocaux, envoyé des SMS, t'ai invité à des rendez-vous médicaux pour que tu puisses entendre le pronostic directement. Tu n'as jamais répondu. Tu as décidé que je mentais sans jamais demander de preuves. Tu as choisi de croire que j'étais un escroc au lieu de croire que j'étais blessé. Je pensais juste. Non, dis-je, tu n'as pas pensé. C'est le problème. Je remonte la vitre. Le docteur Chen quitta l'allée. Le service des urgences de l'hôpital américain de Paris était bondé pour un dimanche soir. Le docteur Chen me guida à travers le triage, parla au médecin de garde, le docteur Rebecca Martinez, qu'il connaissait apparemment des conférences médicales, et me fit entrer dans une salle d'examen en 20 minutes. Les radiographies montrèrent une déchirure du ligament collatéral latéral de mon genou droit. Une autre opération prévue pour mercredi. 6 semaines de convalescence supplémentaire, un autre revers dans le processus lent et douloureux d'essayer de retrouver une fraction de ma mobilité. Le docteur Chen s'assit avec moi pendant que nous attendions que le spécialiste orthopédique examine les scanners. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu aujourd'hui ?» demandai-je. Il resta silencieux un instant. Parce que j'ai traité des patients avec des lésions de la colonne vertébrale pendant 27 ans, dit-il finalement, et j'ai vu des familles se détruire à cause de cela. Je les ai vus se fracturer, j'ai vu des soignants s'épuiser, j'ai vu des patients handicapés être abandonnés parce qu'il est plus facile de croire qu'ils simulent que d'accepter que la vie est aléatoire et cruelle, et que parfois il n'y a personne à blâmer. Alors, vous êtes venu pour m'aider à leur prouver qu'ils avaient tort. Je suis venu documenter la vérité. Il ajusta ses lunettes. Ce qu'ils feront de cette vérité est leur choix. Mais au moins maintenant, ils ne peuvent pas prétendre à l'ignorance. Le rapport de police a été déposé le lundi matin. Le détective Jean-Luc Fournier du commissariat de Neuilly-sur-Seine, 23 ans de service, traitant des affaires d'agression, m'a appelé le mardi après-midi. Monsieur Dubois, j'ai examiné les preuves vidéo, la déclaration du docteur Chen, les dossiers médicaux. C'est assez clair.
Votre frère vous a poussé hors de votre fauteuil roulant, causant des blessures supplémentaires. C'est une agression aggravée contre une personne handicapée. Un crime de classe 2. Que se passe-t-il maintenant? Nous émettrons un mandat d'arrêt. Il sera arrêté, probablement mis en examen dans les 48 heures. Compte tenu des circonstances et des preuves vidéo, le procureur va probablement engager des poursuites même si vous ne voulez pas les poursuivre. Je m'arrêtais. Je ne sais pas ce que je veux. Vous n'avez pas à décider maintenant. Mais Monsieur Dubois, des familles comme la vôtre, elles ne changent pas s'il n'y a pas de conséquences. De vraies conséquences, des conséquences légales. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais Thomas était toujours mon frère. Thomas a été arrêté le mercredi matin, a payé sa caution le mercredi après-midi. Son avocat, un type de sa salle de sport qui faisait des affaires de dommages corporels, m'a appelé le jeudi. Mon client veut s'excuser, veut arranger les choses. Si vous étiez prêt à abandonner les poursuites. Je ne porte pas plainte, dis-je. C'est l'État qui le fait. Parlez au procureur. D'accord. Mais si vous témoignez que c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. C'était une agression enregistrée par plusieurs caméras, dont ont été témoins 50 personnes. Il n'y a aucune ambiguïté ici. C'est votre frère. Il m'a poussé hors de mon fauteuil roulant parce qu'il a décidé que je simulais un handicap. Ce n'est pas un comportement de frère. C'est un comportement criminel. J'ai raccroché. La plainte au civil a été déposée le vendredi. Maître Jennifer Dubois, l'avocate à qui le docteur Chen m'avait recommandé, 54 ans, diplômée de la Sorbonne, spécialisée dans les droits des personnes handicapées depuis 22 ans, était assise en face de moi dans son bureau du centre-ville avec vue sur la Seine. Nous poursuivons Thomas pour voie de fait et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Mais il y a une affaire plus importante ici. Que voulez-vous dire? Votre oncle Philippe, votre tante Claire, tous ceux qui ont participé à ce chant. Ils ont créé un environnement hostile. Ils ont conspiré pour vous harceler et vous intimider. C'est recevable en vertu de la loi sur les droits des personnes handicapées. Vous voulez que je poursuive toute ma famille? Je veux que vous envoyiez un message. Jennifer se pencha en avant. Marc, j'ai traité des centaines de ces affaires. Des personnes handicapées victimes de violences de la part de membres de leur famille qui pensent qu'elles simulent. C'est plus courant qu'on ne le pense, et cela ne finit presque jamais bien parce que la personne handicapée est isolée, dépendante financièrement, effrayée de perdre son système de soutien. Alors, elle reste silencieuse. Elle reste silencieuse. Elle hocha la tête. Mais vous avez quelque chose que la plupart d'entre elles n'ont pas. Vous avez une documentation médicale. Vous avez un chirurgien prêt à témoigner. Vous avez des preuves vidéo. Vous avez la capacité de rendre cela public pour changer le récit. Je voulais juste qu'il me croie. Il vous croit maintenant. Le sourire de Jennifer était acéré. Maintenant, nous nous assurons qu'il ne l'oublie jamais. L'histoire a fait la une des journaux locaux ce week-end-là. Ancien combattant handicapé agressé par son frère lors d'une réunion de famille. Le médecin a tout enregistré. La vidéo est devenue virale le lundi. Pas l'intégralité. Le docteur Chen avait coupé tous les visages sauf ceux de Thomas et le mien. Mais assez. La poussée, la chute, les paroles de Thomas, le chant. Le mardi, elle avait 3 millions de vues. Le mercredi, les informations nationales l'avaient reprise. Le jeudi, je recevais des demandes d'interview de France 2. Je les ai toutes refusées. Je ne voulais pas être célèbre. Je voulais être crue. Le procès de Thomas était fixé dans 6 mois, mais sa vie s'est effondrée bien avant cela. Son employeur, une entreprise de construction qui se targuait de la sécurité au travail et de l'aménagement pour les personnes handicapées, l'a licencié en 1 semaine. Des problèmes de responsabilité ont-ils dit. On ne peut pas avoir quelqu'un qui agresse des personnes handicapées représentant notre entreprise. Sa petite amie l'a quitté. Ses amis ont cessé d'appeler. La vidéo le suivait partout.
Chaque entretien d'embauche, chaque profil de rencontre, chaque nouvelle personne qu'il rencontrait allait finalement taper son nom sur Google et la trouver. Thomas Dubois, le type qui a poussé son frère handicapé hors de son fauteuil roulant. Ma mère m'a appelé 3 semaines après la réunion. Il vit dans sa voiture, dit-elle. Il a perdu son appartement. Il ne trouve pas de travail. Marc, c'est ton frère. Tu ne peux rien faire? Comme quoi? Parler au procureur. Leur demander d'abandonner les poursuites. Leur dire que c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Maman, il a fait une erreur. Il m'a agressé devant 50 personnes alors que j'étais déjà handicapée. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Alors, tu vas juste détruire sa vie? Ton propre frère? J'y ai réfléchi longtemps. Non, dis-je finalement, je vais le laisser subir les conséquences de ses actes. Il y a une différence. Elle a raccroché sans dire au revoir. Le règlement est intervenu 4 mois plus tard. Thomas a plaidé coupable de voies de fait aggravées, a obtenu 2 ans de probation, des travaux d'intérêt général, un suivi pour la gestion de la colère et une peine avec sursis qui s'activerait s'il violait la probation. Le procès civil s'est soldé par 127 000 €, couvrant les frais médicaux, la douleur et la souffrance, les futurs coûts de thérapie et les dommages punitifs. Thomas les paierait pour le reste de sa vie. Jennifer Dubois m'a appelé le jour où le règlement a été finalisé. Vous avez gagné, dit-elle. Ça ne ressemble pas à une victoire. Ça ne l'est jamais. Mais vous avez envoyé un message à votre famille, à tous ceux qui regardaient, que les personnes handicapées comptent. Que l'agression a des conséquences. Que vous ne pouvez pas simplement pousser quelqu'un hors d'un fauteuil roulant parce que vous avez décidé que sa souffrance est gênante. Il est fauché, sans abri, sa vie est ruinée. Il a ruiné sa propre vie. Vous l'avez juste documenté. J'ai revu Thomas 6 mois plus tard par accident. J'étais en kinésithérapie, la même clinique ambulatoire à l'hôpital Georges Pompidou, où mon cousin Jean m'avait soi-disant vu marcher au carrefour, et Thomas était là, attendant dans le hall, portant une chemise différente, plus mince, plus âgé d'une certaine manière. Il m'a vu, a commencé à se lever, s'est rassis. Je me suis dirigé vers lui en fauteuil roulant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je. « Travaux d'intérêt général ordonnés par le tribunal. Je fais du bénévolat dans l'aile de rééducation, aidant les patients avec des exercices de mobilité. » C'est. Je ne savais pas quoi dire. C'est bien, je suppose. Je rencontre beaucoup de gens comme toi, dit Thomas doucement. Des gens avec des lésions de la colonne vertébrale, des lésions nerveuses, des douleurs chroniques, des gens qui ont l'air bien à l'extérieur mais qui se battent chaque jour juste pour exister. Il me regarda enfin. Je suis désolé, Marc. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas essayé de comprendre. J'ai juste décidé que tu mentais parce que c'était plus facile que d'accepter que tu étais vraiment blessé. Je sais. Tu le penses? Sa voix craqua. Penses-tu que tu me pardonneras un jour? J'ai réfléchi longtemps à cette question. À 26 mois de douleur. À la réunion de famille. À 50 personnes scandant que je me lève. Au visage de Thomas quand le docteur Chen a montré les radiographies, à l'argent du règlement qui payait ma camionnette adaptée et mes factures médicales et mon avenir. À mon frère vivant dans sa voiture parce qu'il m'avait agressé. Je ne sais pas, dis-je finalement. Demande-moi à nouveau dans 1 an. Thomas hocha la tête. C'est juste. 1 an plus tard, Thomas me demanda à nouveau. Nous étions dans une autre clinique de kinésithérapie, une à Versailles, où j'avais été transféré pour un traitement spécialisé de stimulation nerveuse. Thomas y avait déménagé aussi. Il travaillait maintenant comme aide rémunérée, avait un appartement, reconstruisait sa vie brique par brique. « Tu me pardonnes ?» demanda-t-il. Et cette fois, je connaissais la réponse. Je te pardonne de ne pas avoir compris, de ne pas avoir posé de questions, de croire que je mentais sans preuve. Je le regardais. Je ne te pardonne pas de m'avoir poussé hors de ce fauteuil roulant, de m'avoir humilié devant notre famille, d'avoir choisi la cruauté alors que tu aurais pu choisir la compassion. Je ne suis pas sûre de te pardonner un jour pour ça.
Thomas hocha lentement la tête. C'est juste aussi. Mais, continuai-je. Je te vois essayer. Je te vois travailler avec d'autres patients. Je te vois apprendre. Je te vois devenir quelqu'un qui comprend ce que j'ai vécu. Ça compte. Ça change quelque chose. Ça change tout. Tu n'es plus la même personne qui m'a poussé. Je ne suis plus la même personne qui a été poussée. Nous sommes tous les deux différents maintenant. Mieux. Différents. Je commençais à rouler vers la sortie. Mais peut-être que différent, c'est suffisant. 2 ans après la réunion, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence sur les droits des personnes handicapées à Lyon. Le docteur Chen m'avait recommandé. Les organisateurs voulaient entendre mon expérience, celle des membres de la famille qui ne croient pas, l'importance de la documentation, la lutte. J'ai failli dire non. Puis j'ai pensé à toutes les personnes assises dans des fauteuils roulants en ce moment, confrontées à des familles qui pensent qu'elles simulent, qui font face au même scepticisme, à la même cruauté, à la même isolation. Alors j'ai dit oui. Le discours a duré 20 minutes. Je leur ai tout raconté. La chute dans les escaliers, l'opération, les mois de thérapie, la réunion de famille, Thomas me poussant, le docteur Chen s'avançant avec des preuves, les conséquences. Quand j'ai eu fini, la salle était silencieuse. Puis quelqu'un a commencé à applaudir. Puis tout le monde était debout, ceux qui pouvaient se tenir debout, et les applaudissements ont rempli le centre de congrès comme le tonnerre. Après, une femme d'une 30aine d'années s'est approchée de moi. Elle était aussi en fauteuil roulant. Sclérose en plaques, dit-elle. Ma famille pense que je simule, me dit-elle. Ils disent que la CEP n'est pas réelle, que je suis juste déprimée, que je dois faire plus d'efforts. Avez-vous des documents médicaux? 3 neurologues, des scanners cérébraux, tout. Montrez-leur, faites-leur regarder, faites-leur comprendre que leur ignorance n'est pas votre fardeau à porter. Elle commença à pleurer. Et s'ils ne me croient toujours pas? Alors vous le documentez, dis-je. Et vous vous protégez parce que vous comptez. Votre douleur compte. Votre handicap compte. Et quiconque ne peut pas l'accepter ne mérite pas d'avoir accès à vous. Elle m'a serré dans ses bras, m'a tenu longtemps. Quand elle s'est reculée, elle a dit, merci d'avoir riposté, de nous avoir montré que c'est possible. 3 ans après la réunion, ma mère a appelé. La famille veut organiser une autre réunion, dit-elle prudemment. Thanksgiving. Petit, juste la famille proche. Thomas sera là. Ils espèrent. Nous espérons que tu pourras venir. Quelqu'un va-t-il s'excuser? Silence. C'est ce que je pensais. Marc, ils se sentent terribles à propos de ce qui s'est passé. Se sentir terrible n'est pas la même chose que s'excuser. Ce n'est pas la même chose que de reconnaître ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas la même chose que de changer. Tu ne peux pas juste. Non, dis-je fermement. Je ne peux pas juste passer l'éponge. Je ne peux pas juste passer à autre chose. Je ne peux pas juste faire semblant que ce n'est pas arrivé parce que c'est inconfortable pour tout le monde. Ils m'ont détruit devant 50 personnes. Ils m'ont traité de menteur et d'escroc et de fardeau. Ils ont scandé que je me lève. Ils l'ont filmé et ont ri. Et maintenant ils veulent que je vienne à Thanksgiving comme si rien ne s'était passé. Alors, tu dis non? Je dis qu'ils doivent s'excuser. Vraiment s'excuser spécifiquement pour des choses spécifiques, pas un « nous sommes désolés si nous vous avons blessé », mais « je suis désolé d'avoir chanté ». Je suis désolé d'avoir ri. Je suis désolé de t'avoir traité de menteur. Je suis désolé de t'avoir filmé par terre. Je suis désolé de ne pas t'avoir aidé. Chaque personne qui a participé me doit ça. C'est beaucoup demandé. C'est le minimum à demander. Ma voix était stable. J'étais leur famille aussi. Ils étaient censés me protéger. Au lieu de cela, ils m'ont attaqué. S'ils ne peuvent pas reconnaître cela, s'ils ne peuvent pas s'en excuser, alors ils n'ont pas changé. Et je n'ai aucun intérêt à m'asseoir à une table avec des gens qui pensent que mon handicap est négociable. Maman resta silencieuse pendant longtemps. Je leur dirai, dit-elle finalement. 3 personnes se sont excusées. Sur 50.
Ma tante, Karine, pas Claire, une autre tante, celle qui était restée en arrière en pleurant pendant le chant. Elle a envoyé une lettre manuscrite, 5 pages détaillées, spécifiques, expliquant ce qu'elle n'avait pas fait, pourquoi elle avait échoué, ce qu'elle avait appris depuis. Ma cousine, Sophie, la sœur cadette de Jean, elle avait 16 ans à l'époque, n'avait pas participé, m'a envoyé une carte et un don à l'organisation de défense des droits des personnes handicapées avec laquelle je faisais maintenant du bénévolat. Et Thomas est venu chez moi un mardi après-midi, sans prévenir, a juste frappé à la porte. J'ai répondu. Il se tenait là avec un dossier dans les mains. J'ai travaillé avec le docteur Chen, dit-il sans préambule. Appris sur les lésions de la colonne vertébrale, les lésions nerveuses, la gestion de la douleur chronique. Je fais du bénévolat à l'hôpital Georges Pompidou depuis 2 ans maintenant, faisant des exercices de mobilité avec les patients, apprenant leurs histoires. Il tendit le dossier. Ce sont des lettres de 12 personnes avec qui j'ai travaillé, des gens comme toi, des gens que j'ai aidés. Ils ont tous accepté que je te les montre. Je voulais que tu vois que j'ai changé, que je comprends maintenant, que j'ai passé 2 ans à essayer de devenir quelqu'un digne de ton pardon. Je pris le dossier, ne l'ouvris pas encore. Je suis désolé de t'avoir poussé hors de ton fauteuil roulant, continua Thomas et sa voix craqua. Je suis désolé de t'avoir traité de menteur. Je suis désolé d'avoir mené ce chant. Je suis désolé d'avoir choisi la cruauté plutôt que la compassion. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Je suis désolé de ne pas avoir posé de questions. Je suis désolé d'avoir laissé mon ressentiment envers ton handicap, envers la façon dont il a changé la vie de maman, changé notre famille. Je suis désolé d'avoir laissé ce ressentiment se transformer en haine. Tu ne méritais pas ça. Tu souffrais et j'ai aggravé les choses. Je suis désolé. Je regardais mon frère, l'homme qui m'avait détruit. L'homme qui avait passé 2 ans à se reconstruire. Entre, dis-je. Nous avons parlé pendant 3 heures de la réunion, des conséquences, de son temps passé sans abri, d'apprendre à travailler avec des patients handicapés, de me voir et de chaque personne qui l'a aidé, de comprendre, vraiment comprendre ce que j'avais perdu. Quand il partit, il se retourna à la porte. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, dit-il. Je sais ce que j'ai fait. Je sais que je ne peux pas l'annuler, mais je veux que tu saches que je suis différent maintenant. Meilleur grâce à toi. Tu es différent grâce à toi, corrigeai-je, parce que tu as choisi de changer. Mais Thomas, ne fais pas de moi ton histoire de rédemption. Ne fais pas de mon handicap la chose qui t'a appris l'empathie. Ce n'est pas juste pour moi. Il hocha lentement la tête. Tu as raison. Je suis désolé. C'était. Tu as raison. Après son départ, j'ouvris le dossier, lus les 12 lettres, chacune d'une personne que Thomas avait aidée. Chacune décrivant sa patience, sa douceur, sa compréhension. Chacune une petite preuve que les gens peuvent changer, que la cruauté n'a pas à être permanente, que parfois, pas toujours, mais parfois, les gens qui nous détruisent peuvent devenir meilleurs. Je ne savais pas si je pardonnerais un jour entièrement à Thomas, mais je pouvais le voir clairement maintenant. Non pas comme le méchant de mon histoire, mais comme quelqu'un qui avait fait un terrible choix et avait passé des années à vivre avec les conséquences. Quelqu'un qui m'avait profondément blessé et essayait, vraiment essayait d'être meilleur. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être que ça devait l'être.